Oui, et je prends la dernière pour l'avoir sous les yeux parce que j'ai bien entendu, même si vous avez délibérément baissé le ton, j'ai bien perçu la perfidie de la question. Monsieur, je vais commencer quand même par le début, c'est-à-dire vous saluez Monsieur le Président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, Monsieur Espel, Monsieur le Président. Excusez, mais je crois qu'on a surestimé. Je ne vois pas le premier rang, mais c'est tout. Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre et Président de la Conférence générale des juges consulaires de France, Monsieur Lelièvre, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Monsieur Burgu-Buru, Monsieur le Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Monsieur Bobet, Monsieur le Président de l'Ordre des experts comptables, Monsieur Zorgnotti, Monsieur le Vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Monsieur Kling. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas prévu que je vous salue, tous les deux. C'est fait. Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les avocats, chers maîtres, je vois Monsieur Drumen. Vous saluez avec plaisir. Je me doutais que vous ne cesseriez pas vos activités, ni vos responsabilités. Juste pour vous voir, vous, je remonte. Je vais répondre à vos questions, à toutes, et même à quelques-unes que vous n'avez pas posées. D'abord, vous dire dans quel esprit nous avons travaillé. Peut-être même commencer par vous remercier parce que vous avez accepté de participer au groupe de travail que j'ai installé l'année dernière, en 2013. Et votre participation a été remarquée, elle a été remarquable. Elle a contribué en fait à écrire ce texte. Elle a contribué à écrire à la fois le projet de loi d'habilitation qui demande au Parlement d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance. Elle a contribué à l'écriture de l'ordonnance, donc à son contenu. Elle a contribué aussi à ce texte de loi qui viendra prochainement en discussion devant le Parlement et qui concerne l'organisation et le fonctionnement des juridictions commerciales. Donc vous avez participé au travail que nous avons effectué parce que la méthode du gouvernement est une méthode de concertation, de consultation, et nous avons décidé, en tout cas le président de la République, le Premier ministre et nous, les ministres, nous y veillons, nous écrivons les réformes, quelles qu'elles soient, nous les écrivons à plusieurs mains et en tenant compte des professions qui sont directement concernées et de tous les acteurs. Donc la participation que vous avez prise à nos groupes de travail a montré à quel point vos réflexions sont de qualité pour tous les acteurs qui interviennent dans les difficultés des entreprises et dans les procédures collectives. Par conséquent, pour répondre à votre question, je vais rappeler simplement un peu la genèse de cette double réforme que nous avons entreprise. Le Premier ministre s'est exprimé, c'était le 6 novembre 2012, dans le cadre de la présentation du Pacte national de croissance, de compétitivité et d'emploi. Il a bien pris note et exposé la difficulté de la situation générale, indiqué que ça n'était pas une situation conjoncturelle, que par conséquent il fallait travailler sur les causes de la crise, des difficultés des entreprises. Il fallait pouvoir accompagner les entreprises et permettre de revitaliser le tissu économique. C'est dans cet esprit que le Premier ministre m'a chargé de mettre en place tout le dispositif qui permettrait de détecter les normes législatives nécessaires, donc de définir les supports législatifs utiles à soumettre au Parlement et prendre, parce que c'est la compétence de l'exécutif, prendre toutes les mesures réglementaires avec la plus grande diligence possible, les mesures réglementaires qui conviennent à la situation. Travailler avec vous et ouvrir cette 9e édition est un plaisir, et c'est un plaisir d'autant plus que vous ayant écouté, Monsieur le Président, Maître Monterrand, vous ayant écouté présenter cette introduction. Je vous ai entendu vous appeler, je l'avais déjà lu d'ailleurs, hein, vous appelez les faillitistes, je me suis penchée vers mon voisin, les faillitistes. Les faillitistes, alors là je me suis dit l'aubaine est trop belle, la tentation est trop grande, parce que chaque fois qu'on se trouve devant des professions du droit, on pense à Balzac. C'est une espèce de réflexe conditionné. Évidemment, j'aurais évité Balzac, mais les faillitistes me contraignent à revenir vers Balzac, parce qu'avec ce nom que j'espère vous abandonnerez, sauf si vous y êtes très attaché,
Mais avec ce nom, on pense à César Birotteau et à sa parfumerie La Reine des Roses, à son huile comagène qui était censée empêcher la chute des cheveux et qui a quand même abouti à sa chute en tant que chef d'entreprise. Mais enfin bon, je crois qu'on va essayer d'éviter que les faillitistes aient beaucoup de travail, parce que notre objectif, c'est justement de revitaliser le tissu économique. Comment avons-nous travaillé? Avec vous, justement, nous avons travaillé. Dans quel esprit nous avons travaillé? En ayant conscience de la réalité et de la difficulté de ce moment critique que traverse une entreprise. En ayant conscience qu'à ce moment, alors que les intérêts sont convergents pendant toute la vie de l'entreprise, au moment où elle est confrontée à ces difficultés, les intérêts deviennent divergents. Entre ceux des associés, ceux du débiteur, du chef d'entreprise, ceux des salariés, ceux des fournisseurs, ceux des créanciers financiers, les intérêts deviennent divergents et il faut arriver à les concilier parce qu'il faut arriver à trouver une solution. Par ailleurs, la situation de l'entreprise ne s'extrait pas du tissu économique local ou régional dans lequel cette entreprise a agi et par conséquent, l'État est vigilant à ce niveau, au point que les commissaires du redressement productif qui ont été mis en place par le ministre Arnaud Montebourg, que vous avez reçu l'année dernière, avec qui j'ai entendu que maintenant vous étiez pratiquement lune de miel prolongée, le ministre du redressement productif a donc installé des commissaires au redressement productif et qui sont très très actifs sur le territoire, qui travaillent en bonne intelligence avec la préfecture, avec le préfet, et qui permettent d'intervenir, parce que notre souci, c'est vraiment la prévention et la détection des difficultés aussitôt que possible. Il nous faut donc arriver à concilier ces intérêts divergents, faire attention aux effets sur le tissu économique local ou le tissu économique régional, et bien entendu avec son impact sur le territoire national tout entier. Et puis surtout, être très vigilant aux effets collatéraux, c'est-à-dire éviter que les décisions qui seraient prises aient des effets sur le coût du crédit, par exemple, entravent la dynamique des investisseurs ou mettent un doute sur la sécurité juridique de toute une série de procédures. Donc nous avons fait attention à tout cela et je sais que dans les groupes de travail, vous y avez été sensibles, vous y avez veillé. Parce que nous avons constamment en tête, nous, la réalité de ce tissu économique et sa particulière vulnérabilité. Sur l'année 2012, 59 780, c'est-à-dire près de 60 000 entreprises ont été frappés par une cessation de paiement, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. C'est considérable. C'est considérable. Ça a concerné 245 000 emplois, c'est-à-dire 245 000 personnes. Et pas seulement 245 000 personnes, parce que cela fait 245 000 familles. Et pour l'année 2013, nous avons les chiffres des 3 premiers trimestres. Sur les 9 premiers mois, nous avons déjà 44 905 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire près de 45 000, c'est-à-dire une augmentation d'environ 4% par rapport à l'année précédente. Donc il y a vraiment urgence et nécessité d'agir. Et nous constatons en plus que les entreprises à taille intermédiaire sont de plus en plus concernées. Par conséquent, cette catégorie d'entreprises entre les PME et les grandes entreprises que l'on croyait plus capables, mieux armées pour affronter les aléas de la crise, cette catégorie d'entreprises révèle un certain nombre de vulnérabilités. Nous avons donc travaillé avec un calendrier que nous avons accéléré autant que possible. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'un projet de loi d'habilitation que nous avons soumis au Parlement. Ce projet de loi d'habilitation est devenu une loi d'habilitation qui a été promulguée au journal officiel le 3 janvier 2014. Ce texte a été adopté par le Parlement en décembre. Nous avons ouvert la consultation entre le 20 décembre et le 10 janvier. Nous ne pouvions pas l'ouvrir avant par respect pour le Parlement. Nous avons travaillé en amont et c'est ce qui nous a permis d'éclairer le Parlement sur les intentions du gouvernement sur ce texte. Nous avons travaillé en amont parce que l'habitude, l'usage, c'est plutôt de demander l'habilitation au Parlement et d'écrire l'ordonnance après. Nous avons écrit l'ordonnance au fur et à mesure que nous écrivions
le projet de loi d'habilitation, ce qui nous a permis de soumettre au Parlement un projet de loi d'habilitation suffisamment précis et détaillé pour que le Parlement connaisse bien les intentions du gouvernement, et cela nous a permis évidemment en même temps d'avancer sur l'ordonnance, et cette ordonnance a donc pu être dès le lendemain, on ne pouvait pas la veille, mais dès le lendemain de l'adoption du texte, ce projet d'ordonnance a été ouvert à la consultation. Alors je sais qu'il y a eu quelques mécontentements qui ont été exprimés en disant que c'était la période des fêtes et que la fenêtre de consultation était courte. Sauf que si nous avions considéré que c'était les fêtes et que le gouvernement se reposait, je crois que vous auriez été beaucoup plus sévère dans vos critiques. Donc nous avons effectivement utilisé la période des fêtes pour que la consultation ait lieu, parce que nous savons que même pendant les fêtes, des entreprises peuvent être confrontées aux difficultés. Il y a des situations sur lesquelles les fêtes n'ont aucun effet. Ensuite, la durée de la consultation. Mais si nous avons choisi la procédure d'urgence avec le risque que ça représente vis-à-vis du Parlement, ça n'était pas pour après nous donner un temps confortable indûment. Avec les groupes de travail qui avaient eu du temps pour travailler et qui avaient produit un travail de qualité, nous pouvions, avec cette fenêtre de consultation, obtenir des observations de qualité. Ce fut le cas, de sorte que nous avons pu soumettre le projet au Conseil d'État le 21 et il sera donc, je serai en mesure de le présenter en Conseil des ministres à peu près un mois après, c'est-à-dire le 26 février. Voilà pour le calendrier. Parce que l'urgence nous paraissait nécessaire, en tout cas pour ce qui concerne les dispositions relatives à la prévention et à la détection, ainsi qu'aux procédures collectives. Pour le reste, l'organisation et le fonctionnement des juridictions commerciales, qui ne sont pas, dont certaines dispositions évidemment sont liées à la vie et notamment aux difficultés des entreprises, nous avons un autre tempo, mais nous allons aussi vite que possible, même si nous allons moins vite que pour un projet de loi d'habilitation. Vous me demandez ce que nous avons fait, alors à quel esprit? Voilà l'esprit, voilà les objectifs. Les objectifs, c'est prévenir le plus tôt possible. Prévenir le plus tôt possible, c'est-à-dire favoriser les mesures de détection et de prévention. Par exemple, pour faciliter la prévention, nous avons décidé de rendre impossible un certain nombre de mesures qui aggravent la situation du débiteur. Je pense notamment à la déchéance automatique dans les prêts, dans le cadre des prêts, voilà, la déchéance du terme, la déchéance automatique du terme dans les contrats de prêt. Ça, nous l'interdisons dans le texte de loi parce que c'est une mesure, c'est une disposition qui aggrave systématiquement la situation de l'entreprise à un moment où elle a plutôt besoin d'accompagnement. Nous encadrons également la rémunération des professionnels qui interviennent à ces moments-là. Nous encadrons cette rémunération et nous supprimons un certain nombre de pratiques contestables et que je crois vous êtes d'accord pour les contester. Il s'agit par exemple de l'indexation de la rémunération sur l'abandon des créances. Il y avait là quand même un effet pernicieux qui n'était pas souhaitable de maintenir. Nous supprimons également cette possibilité de prodiguer des conseils sans limitation et de facturer aux débiteurs ces conseils qui peuvent, on a vu il y a quelques cas, ça ne concerne pas la totalité de la profession, mais la profession en entier peut être pénalisée par des pratiques marginales. Donc il y a des conseils qui se dilatent et il n'y a pas de raison que le chef d'entreprise, dont le rebond est important, il n'y a pas de raison qu'il soit pénalisé à ce moment-là. Nous mettons en place une procédure de sauvegarde. Cette procédure de sauvegarde permet qu'un plan concurrent, que le débiteur plutôt présente un projet de plan dès le moment de la conciliation. Nous introduisons également une possibilité de cession partielle ou totale qui peut être présenté dès le moment de la conciliation par le débiteur après avis des créanciers, de sorte que là aussi, il y a une initiative possible dès le moment de la conciliation. Nous mettons en place une procédure de sauvegarde financière anticipée qui a vocation à remplacer la procédure de sauvegarde financière accélérée, et qui concerne donc évidemment les créanciers financiers. Nous avons donc conçu ces réformes de façon à
rechercher toutes les solutions qui permettent la poursuite de l'activité, qui permettent le maintien de l'emploi autant que possible et qui permettent l'appurement du passif. Nous avons donc introduit un certain nombre de mesures, comme par exemple la possibilité pour les créanciers de présenter un plan concurrent à celui du débiteur. De même, nous rendons possible la modification du capital. Nous favorisons ce qu'on appelle la new money, c'est-à-dire que nous donnons une préséance, si nécessaire, à celles et ceux qui choisissent de prendre des risques et de venir renforcer à un moment de difficulté particulière. Nous introduisons des mesures qui vont permettre la libération d'épargne si c'est nécessaire à ce moment-là, en tout cas pour les parts de capital qui n'ont pas été libérées, ou pour permettre que des associés puissent apporter de l'air frais, j'allais dire du sang frais, mais ça évoquerait des choses qui peuvent être fatales, donc que les associés puissent intervenir à ce moment. Nous permettons aussi qu'un mandataire soit nommé, un mandataire de justice soit nommé et qu'il définisse les conditions de vote, parce qu'il y aura des situations où un vote à la majorité simple permettra d'avancer plus vite dans la sauvegarde de cette entreprise. Et puis, nous avons eu un souci également. C'est celui de permettre, dans le cas de redressement, de permettre la cession forcée. Mais nous allons encadrer cette cession forcée, d'abord pour respecter les contraintes constitutionnelles, les exigences constitutionnelles qui nous obligent, et c'est heureux, à respecter le droit de propriété. Nous voulons respecter également les exigences en matière de transparence des procédures collectives, mais nous avons le souci de l'efficacité. Par conséquent, par ce dispositif de cession forcée encadré, nous permettant à la fois le respect de ces contraintes et en même temps l'efficacité. Nous avons donc prévu toutes ces mesures. Concernant les petites entreprises qui n'ont pas d'actifs, nous facilitons la liquidation. Cette liquidation pourra se faire dans un délai de 4 mois, le temps en fait de vérifier qu'il n'y a pas d'actifs dissimulés d'une part et d'autre part que le passif qui a été présenté est bien conforme à la réalité. Pour ce qui concerne la procédure simplifiée obligatoire de liquidation, nous en limitons la durée à 6 mois avec une possibilité de prorogation de 3 mois. Là aussi, nous avons le souci d'éviter les fraudes et en même temps de préserver l'emploi ainsi que de veiller au maintien de l'activité de l'entreprise, de ne pas pénaliser plutôt les salariés et les créanciers. Nous avons toutes ces dispositions, nous facilitons aussi la délocalisation des groupes de sociétés, la délocalisation des procédures pour les groupes de sociétés. Par décret, nous allons préciser les conditions et les auteurs possibles de cette demande de délocalisation. Et comme je vous le disais, un certain nombre de dispositions sont contenues dans le projet de loi relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions commerciales. Donc, dans le projet de loi dont la consultation va commencer très prochainement, d'ici à mi-février, je crois, à peu près, c'est prévu. Donc, vous aurez le texte sous les yeux, le projet de texte sous les yeux. Nous ajoutons donc un certain nombre de dispositions dans ce texte de loi. Je pense que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà le contenu à la fois du projet de loi d'habilitation et de l'ordonnance, qui est encore plus important. De toute façon, j'ai vu que vous allez travailler dans la journée sur un certain nombre de thématiques. Vous avez à vos côtés, merci de les avoir salués, un certain nombre de personnalités, notamment la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice, dont la directrice en personne est présente, Madame Champalonne, mais est également présent Patrick Roussy, voilà, qui a piloté la rédaction de l'ordonnance. Donc, c'est la meilleure personne ressource que vous puissiez avoir à vos côtés pour vos travaux d'aujourd'hui. Vous avez également, pour le ministère de l'Emploi et du Travail
et de la formation professionnelle, Michel Sapin. Vous avez avec vous, normalement, Pierre-André Imbert, dont on m'a signalé qu'il participerait à vos travaux. Donc, s'il n'est pas là encore, il va vous rejoindre plus tard. C'est une personne ressource importante, notamment pour le contenu de la loi du 14 juin 2013, qui précise les conditions dans lesquelles les comités d'entreprise, notamment, doivent être informés, en particulier lorsque le débiteur demande l'homologation de son plan, il faut évidemment en informer les salariés. Il y a à concilier à la fois la nécessité de la confidentialité, mais en même temps la nécessité d'informer correctement les salariés parce qu'ils sont partie prenante du maintien de l'activité ou des conditions, soit de redressement, soit de liquidation d'une entreprise. Donc il est important aussi que les éléments contenus dans cette loi du 14 juin vous soient exposés de la façon la plus intelligible possible. Vous avez également normalement avec vous M. Xavier Hubert, qui est du cabinet d'Arnaud Montebourg, donc du ministre du redressement productif, et qui en l'occurrence lui en est le conseiller juridique, puisqu'en l'occurrence il est magistrat. J'ai appris d'ailleurs qu'il y a quelques magistrats dans la salle. Pardon mesdames et messieurs, vous autres, pardonnez-moi de les saluer en particulier, mais pour ne pas avoir d'histoire, je salue aussi en particulier les avocats, et puis pour n'avoir d'histoire avec personne, je salue en particulier tous les autres. Pour répondre donc à vos questions, je crois que les éléments que je vous ai exposés là y répondent. Pour la question la plus perfide, que je vais quand même vous relire, le glissement sémantique de liquidation ultra simplifiée qui avait été envisagé à une époque au rétablissement personnel après enquête, traduit-il la volonté du législateur d'accélérer le processus de traitement des quelques 20 ou 30 000 dossiers intéressant des micro-entreprises et de les faire disparaître des statistiques ou de permettre à ces entrepreneurs malchanceux de se remettre au travail. Ce que je vous ai exposé comme mesure retenue dans cette ordonnance vous démontre, je crois lumineusement quand même, pas moi, mais le contenu de l'ordonnance, que non seulement il ne s'agit pas de manipulation statistique, parce que nous avons trop conscience des réalités humaines qui se trouvent derrière les difficultés des entreprises. Ce sont des drames pour le chef d'entreprise, dont on observe très souvent d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est important de prendre en considération la dimension psychologique, en plus de la dimension économique d'une difficulté d'entreprise, en plus de la dimension sociale de la perte d'emploi ou de la suppression au moins partielle d'emploi, en plus de la nécessité d'être très attentif sur les questions de droit, de veiller aux intérêts des créanciers, y compris intérêts de l'État. Il y a à prendre en considération aussi la dimension psychologique de l'état d'esprit du chef d'entreprise, parce qu'on observe bien, et c'est tout à fait compréhensible, que lorsque les difficultés commencent à surgir, le chef d'entreprise a plutôt tendance, lui, à se replier sur lui-même, à se recroqueviller et à espérer que les choses s'amélioreront. Il a besoin très tôt d'un accompagnement. Donc ce qui compte pour nous, ce n'est pas de le laisser s'enliser dans les difficultés et d'être confronté au bout du compte à la disparition de son entreprise et peut-être à son affaissement personnel. Ce qui compte pour nous, c'est de repérer assez rapidement, ce que parfois d'ailleurs certains présidents de juridictions commerciales savent faire, mais que d'autres opérateurs, d'autres acteurs savent faire aussi, repérer assez rapidement ces difficultés et lui soumettre assez vite une palette de solutions ou de modes d'accompagnement qui peuvent l'aider à trouver la meilleure réponse à la situation de son entreprise. Et si la meilleure réponse, c'est la liquidation éventuelle de cette entreprise, l'aider lui-même à rebondir en tant qu'acteur économique, donc à se créer une nouvelle activité. Donc nous sommes extrêmement soucieux de cela. Et notre préoccupation, c'est davantage d'essayer de détecter ces chefs d'entreprise en difficulté que de les dissimuler derrière des soustractions statistiques. Nous n'en avons absolument pas l'intention. Et de toute façon, même en termes simplement d'action publique, il serait absurde de vouloir jouer à cela parce que ce sont des manipulations qui ne demeurent jamais longtemps dissimulées.
elles finissent toujours par exploser à la figure de tout le monde, elles finissent toujours par surgir parce que nous vivons sur le même territoire, dans la même société. Voilà, il y a des tas de lieux et d'espaces et de moyens qui permettent de voir ce que l'on essaie de faire passer derrière le rideau. Par conséquent, il serait contre-productif d'agir ainsi. Donc, l'intention du gouvernement n'a été à aucun moment de procéder ainsi. Et au contraire, les mesures que nous avons introduites dans l'ordonnance et celles que nous ajouterons dans le projet de loi visent au contraire à rechercher, à détecter et en modernisant notre droit sur les procédures collectives, à faire en sorte que ces personnes soient repérées plus vite, plus tôt et qu'elles soient accompagnées. Voilà. Donc ce que nous voulons, ce sont des réponses adaptées aux situations, aux personnes, aux réalités, à l'environnement financier, à l'environnement juridique, à l'environnement économique, faire savoir qu'il y a la possibilité de s'étendre, d'essayer de percer sur d'autres marchés. Voilà, c'est accompagner, c'est renforcer, c'est faire en sorte que le tissu économique soit consolidé de façon à ce que nous ayons la satisfaction de voir moins de personnes au chômage, parce que les personnes au chômage sont des personnes malheureuses, parce qu'une société où le chômage s'accroît est une société qui perd confiance en elle-même, c'est une société où la dépression gagne et nous n'avons aucune raison, lorsque nous sommes aux responsabilités politiques, de nous accommoder de cette situation. Au contraire, la force politique se nourrit de la force économique, de la vitalité de la société et nous voulons absolument y prendre notre part et la prendre pleinement. Cette réforme donc là qui est en train de s'écrire complètement et qui va donc se prolonger sur le prochain projet de loi a en plus l'avantage d'être convergente avec les dispositions européennes. Nous y avons veillé parce qu'il est très désagréable d'avoir de mauvaises surprises après. C'est-à-dire après que nous ayons adopté un texte de loi, de constater qu'il n'est pas conforme à une disposition européenne et soit de faire la France se faire sanctionner, soit de pénaliser très directement les entreprises. Donc ce texte a l'avantage d'être tout à fait conforme aux dispositions européennes. Par ailleurs, se prépare actuellement à la Commission européenne un projet de règlement relatif à la procédure d'insolvabilité. Les dispositions que nous avons prises sont conformes aux orientations connues actuellement de ce projet de règlement. Par conséquent, là non plus, nous n'avons pas de raison de craindre de mauvaises surprises. Voilà, j'espère vous avoir suffisamment éclairé, en tout cas pour la part qui me revient. Pour le reste, je vous rappelle, vous avez M. Rossi à vos côtés. Il est chef du bureau du droit de l'économie des entreprises. Donc, il vous éclairera autant que de besoin sur les dispositions que nous avons prises de façon à moderniser notre droit sur les procédures collectives, de façon à faciliter la prévention et la détection, à permettre aux chefs d'entreprise, notamment aux chefs de petites entreprises, mais pas seulement, de recourir aussitôt que possible à la conciliation ou au mandat ad hoc, de mettre de la sérénité dans les démarches qui s'imposent à ces moments de difficulté. Par conséquent, je pense que grâce à vous d'ailleurs, à la participation très forte que vous avez eue dans ces groupes de travail, à la part que vous avez prise dans l'éclairage sur les enjeux et sur les solutions à définir, la part que vous avez prise comme les autres professions du droit qui ont accepté de participer à ces groupes de travail ont pris toute leur part. Grâce à vous, je crois que nous avons écrit une belle réforme. Je pense qu'elle fera du bien au monde économique et c'est toute la récompense qu'en attend ce gouvernement qui finalement est d'une grande humilité. Merci pour votre attention.